Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois d'avril 2022. Alors au mois d'avril, j'ai été 2 semaines en vacances et j'ai profité pour lire. Il y a eu énormément de lectures. Je crois que je vais vous présenter 18 œuvres, je vais essayer de faire assez rapide et de pas trop m'étendre pour que la vidéo fasse pas 45 minutes, sinon ça sera trop long, pour vous comme pour moi d'ailleurs. Donc on commence tout de suite avec du Batman. Le premier titre que je vous présente, c'est Batman Imposteur, paru chez Urban Comics dans le Black Label. Batman Imposteur est déjà sorti il y a quelques mois. Je ne l'avais pas pris tout de suite, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'achats. Je dois prioriser ce que je vais acheter tous les mois, calculer à peu près où j'en suis dans ce que je prends dans des financements, ce que j'ai en réserve chez mon libraire, ce qui vient de sortir. Donc, je l'avais pris un petit peu plus tard et je l'avais laissé un petit peu de côté. Alors, il y avait la hype sur le film The Batman, puisque ça serait une des œuvres qui aurait inspiré The Batman. Il est d'ailleurs écrit par un des scénaristes du film. Alors, le film, j'ai mis également énormément de temps pour aller le voir. Je crois que j'y suis allé 7 semaines après sa sortie, au cours de la 7e semaine. Tout simplement parce que j'avais pas le temps, le petit à garder, le boulot, etc. Donc c'était très compliqué, il a fallu que j'y aille un soir tout seul en loose day, c'était minable. Mais j'ai enfin réussi à le voir, alors j'avais passé un bon moment quand même sur le film. Faudra peut-être que je fasse une vidéo pour vous donner mon avis un jour, on verra, c'est pas forcément tout de suite pour les critiques de cinéma ou de série, même si j'y pense dans un coin de ma tête. L'histoire colle vraiment au film puisqu'on est avec un Batman qui est au cours de sa 2e, 3e année d'activité. Donc c'est un jeune Batman, qui met en place sa stratégie pour combattre contre le crime. On voit les débuts de la Batcave, on voit son équipement, comment il le crée, on voit un petit peu comment il répartit à certains endroits stratégiques un peu de technologie, un peu d'équipement, des véhicules pour pouvoir se déplacer. Il y a des tyroliennes qu'il a tirées, enfin voilà, il y a plein de mises en place qui sont assez intéressantes à découvrir. Franchement, c'est assez cool. L'histoire, comme le nom l'indique, Batman découvre que une personne se fait passer pour lui et commet des crimes, assassine des gens. Donc comme Batman est vraiment un héros qui vient de débuter, Gordon n'est pas dans l'histoire, donc il n'a pas son soutien auprès de la police. Du coup, il y a une enquête qui se met en place pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et en plus, ça jette le discrédit sur ce jeune Batman. On se dit, ça y est, il a vrillé, il tue des gens qui le méritent peut-être, mais voilà, c'est une justice expéditive qu'on ne veut pas dans notre société moderne. Donc, Bruce enquête, il y a des rapprochements qui se font avec certains personnages. Alors, l'histoire en elle-même est assez bien, j'ai passé un bon moment. Le souci, c'est que, comme j'ai pu le voir dans d'autres vidéos, effectivement, on voit arriver l'identité du méchant assez vite et on se doute. De toute façon, il y a peu de personnages qui pourraient être dans ce rôle-là. Mais il y a vraiment des choses intelligentes. Moi, j'ai beaucoup aimé la relation qu'il y a avec le Dr Tompkins qui est mise en place là, même si le chara-design change énormément par rapport à ce que j'avais vu par exemple dans la série animée. Au niveau des planches, on est sur du Andrea Sorrentino. Il y a quand même un niveau de dessin qui est un peu particulier mais très intéressant. Alors beaucoup de rouge qui rappelle les images du film, donc c'est vrai que ça colle vraiment bien. Il y a un découpage des planches qui est juste exceptionnel là, quand on voit la forme de la chauve-souris, les différentes cases qui se superposent, c'est juste magnifique. Sorrentino vraiment est un artiste très complet et vraiment très fort là-dedans. Moi j'admire énormément son talent pour ça, même s'il y a des choses que j'apprécie pas trop chez lui. En fait, je trouve que les visages sont souvent ratés parce que les nez sont vraiment pas bien dessinés. J'ai vraiment du mal lorsqu'il fait des gros plans sur les visages. Moi, c'est vraiment un des seuls défauts que je lui trouve à Sorrentino. Sinon, il a un talent de dingue. Batman Imposteur, c'est une lecture que j'ai appréciée. J'ai mis un bon 15 sur 20. Je le recommande si vous aimez le Chevalier Noir et si vous avez aimé le film The Batman. Lisez ce comics, ça va compléter votre film et vous allez passer un très bon moment. Toujours dans l'univers de Batman, j'ai commencé, il était temps,
la série Batman Rebirth avec les 7 premiers numéros. Je commence enfin Batman Rebirth. Je suis vraiment très en retard sur la continuité Batman puisque il y a eu à la suite de Rebirth les 3 tomes de Joker War que je possède et ils viennent de lancer la nouvelle gamme Infinite avec Batman, Nightwing qui a eu de super retours, Joker, etc. Ceux-là, je ne les ai pas commencés, mais il paraît que c'est assez bien. Donc peut-être que plus tard j'achèterai, mais il fallait d'abord que je me tape les 12 tomes de Batman Rebirth. Et alors, j'avais vu un G qui commençait à parler de cette série et qu'il avait détesté et qu'il avait même revendu les titres parce qu'il trouvait ça trop long. Alors, je vais le rejoindre sur certains points. Mais j'ai vraiment, par contre, enchaîné les 7 tomes très vite. Je me suis quand même plongé vraiment dans l'univers du Rebirth. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Les 3 premiers tomes, je les trouve vraiment assez intéressants puisque, en fait, on voit que Batman accueille, on va dire, 2 nouveaux super-héros qui sont Gotham et Gotham Girl en tant que protecteur de la ville, de sa cité, mais on voit qu'eux, ils ont des pouvoirs vraiment à la Superman, hein. Ils savent voler, ils ont une super force, tout ce que vous voulez, et on apprend en fait que ils n'ont pas acquis ces pouvoirs, on va dire naturellement, et ils les ont, on peut dire, achetés, et on ne sait pas encore comment, hein. Dans les 7 premiers tomes, on sait cette information, mais on ne sait pas comment ils les ont eu. Et moi, j'espère découvrir ça rapidement, parce que je suis assez curieux. On voit un petit peu que ces 2 personnages vont être vraiment traumatisés par un super vilain, mais qui est de seconde zone et qu'on avait presque oublié. Et pourtant, il a une importance dans ce monde assez forte. Surtout si vous avez lu l'œuvre du regretté Georges Pérez qui vient de nous quitter, qui est Crisis on Infinite Earths. C'est impressionnant de se dire, tiens, on va reprendre ce personnage, on va en faire ça, et c'est vraiment bien pensé. J'ai trouvé ça dingue. Et en fait, on voit que Batman court à la recherche de ce vilain, tout simplement parce qu'il a été récupéré par Bane. Bon, je vais pas trop spoiler un peu plus, mais voilà. Donc il va affronter Bane sur son île prison. Je trouvais que ces 3 premiers tomes, franchement, ils valent le coup. On voit un petit peu ce qui se passe après la série New 52. On voit Catwoman est en prison, on ne sait pas trop pourquoi. On voit que en fait, Batman récupère des vilains pour aller chercher le type qui a été fait prisonnier par Bane. Et on se dit, mais pourquoi il récupère ces gars-là, quoi? Il y a notamment le ventriloque. On se dit, mais pourquoi il prend le ventriloque qui n'a pas la poupée? Il n'a pas la poupée Scarface. Tu te dis, mais c'est débile. Pourquoi prendre ce gars-là qui est tout con, quoi, en fait? Et en fait, le gars a une super importance. C'est trop bien pensé. Tom King a eu des idées de dingue. Moi, je me suis régalé. Alors, par contre, vraiment, je comprends après pourquoi on disait qu'il y avait des longueurs. Les tomes 4, 5, 6, c'est long. Long et avec peu d'intérêt. On voit la mise en place d'un événement important pour Bruce Wayne qui est long, mais c'est long de préparation. Et surtout, en fait, il y a des histoires avec des vilains, mais ça n'apporte rien du tout. Ça, c'est mauvais. On voit, il y a une histoire avec Booster Gold. Alors, c'était intéressant, mais vraiment très limite. Il n'y a pas, c'est pas fou. Un avec Poison Ivy qui est pas top du tout. Pas top du tout. Heureusement, j'ai trouvé que dans le tome 7, le dernier que j'ai lu pour l'instant, il y a l'histoire avec le Joker. Et même si au début c'était long, j'ai trouvé la fin, mais vraiment très intéressante et surtout même très émotionnelle, très belle. Même si elle est très particulière, je peux pas spoiler, mais c'est vraiment une déclaration d'amour au Batman. Et une raison de vivre pour Batman. Je ne m'attendais pas à ça et je trouvais que les idées de King étaient vraiment bien. Alors j'espère que ça va continuer à remonter avec les tomes 8, 9, 10, 11, 12 parce qu'il y a vraiment un trou au niveau 4, 5, 6. Hein. Vraiment, il faut 12 tomes pour avoir le run complet. Il y en a déjà 3 qui sont pas fous. Le 7e, c'est quand même que moyen. Voilà, le problème avec DC, c'est qu'il y a beaucoup de tomes pour finir des runs et que ça coûte cher, mais qu'il n'y a quand même pas toujours la qualité. Je comprends que certains se détournent de la continuité et prennent des one-shots comme Imposteur,
ou d'autres qui sont vraiment bien, comme Batman White Knight par exemple, où il y a 3 tomes et c'est juste exceptionnel. Là, c'est... En fait, si on calcule et qu'on fait une moyenne avec tous les tomes là pour les 7 que je viens de lire, c'est juste moyen, c'est 11-12. Alors que ça partait bien. Donc, feuilletez-les, faites-vous votre avis. Là, je pourrais vraiment pas les recommander parce que c'est trop long pour ce que c'est pour l'instant. Je vais quand même lire les derniers parce que j'ai envie de savoir la fin, mais je le recommande pas forcément si vous avez un budget serré et si la continuité vous intéresse pas forcément. On part dans l'indépendant, mais toujours chez Urban Comics avec The Department of Truth. Alors j'avais beaucoup d'appréhension sur ce tome-là, tout simplement parce que le dessin est assez particulier. Ça a déjà été expliqué par plein de youtubeurs comme Wayne qui les lisait en VO et qui recommandaient ça, trouvaient ça exceptionnel. J'ai quand même été attiré parce qu'il y avait une offre de lancement sur les Urban Indies à 10 €, donc je me suis dit bon à 10 € je perds pas forcément grand chose, même si ça me plaît pas. Donc l'histoire c'est qu'en fait il y a un département dans les services politiques américains qui enquête sur les complotistes, tout simplement parce que en fait si les théories du complot se développent, et ben en fait elles vont devenir réelles et elles vont en fait effacer la réalité. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple bateau, si on pense qu'il y a des reptiliens qui vivent sur Terre, et que en fait cette rumeur se propage et que les gens commencent à croire que c'est vrai, et bien effectivement il y aura des reptiliens qui vont apparaître alors qu'ils n'existaient pas à l'origine. Donc c'est assez intéressant de se dire un petit peu ce qui peut se passer. Le tome 1 pose des bases qui sont bien, très correctes. J'ai passé un bon moment à le lire, même si le dessin n'a pas toujours été appréciable pour moi, pour mes goûts, mais on s'y fait vite quand même. Voilà un exemple, ça fait un peu penser à Batman Arkham Asylum qui était sorti il y a pas mal d'années, qui est toujours trouvable chez Urban Comics, je pense, sûrement en occasion. Là ensuite du coup, l'arrivée d'un agent de la NSA qui rentre dans ce service un peu par hasard dedans, puisqu'il enquêtait sur des complots et il ne savait pas qu'il existait une entité qui était spécialisée là-dedans, et il est recruté. Et l'identité de son patron, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça fait vraiment référence à l'histoire américaine, parce que le nom de son patron a marqué littéralement l'histoire américaine moderne du XXe siècle, bien évidemment. Je conseille de le lire, c'est assez intéressant. Je suis impatient de prendre le tome 2 et de voir jusqu'où on va, puisque il y a un fil rouge, on voit une entité qui met en place des complots pour que ça devienne réel, et en fait du coup il y a ce combat entre les deux entités, c'est assez intéressant. Je me demande jusqu'où ça va aller, c'est sympa, je le conseille, je mets un bon 14, 15 parce que c'est un bon début, on va voir jusqu'où ça peut aller. On poursuit avec une de mes séries coup de cœur, les Tortues Ninja, le tome 11 et le tome 12 paru chez iComics. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu les Tortues Ninja, tout simplement parce que j'attendais que la vidéo que j'ai faite avec l'ami 1G sorte. Je voulais pas potentiellement parler des tomes 11 et 12 puisqu'on s'était arrêté au tome 9-10. Et du coup là j'en ai lu 2 d'un coup, tout simplement parce que j'ai lu le 11 et je me suis dit il faut que j'enchaîne. J'avais trop envie. Cette lecture vous prend au trip quand vous commencez. Si vous avez des numéros en retard, vous ne pouvez pas vous arrêter, honnêtement, c'est vraiment très bien. Le tome 11, ce qui est sympa, c'est qu'on découvre l'identité d'un personnage qui était teasé dans un précédent tome. En fait, on voyait que son ombre. On avait vu qu'il avait eu un impact assez important, même si on ne savait pas son identité. Là, on apprend qui c'est, on voit un peu ses motivations, qu'est-ce qui se passe, on voit les conséquences de l'arrivée de Krang sur Terre. J'ai trouvé le tome assez intéressant et surtout, en fait, on voit pourquoi ces personnages agissent comme ça. C'est bien de se dire, ah, il a eu ça, du coup, il réagit comme ça. En fait, on voit comment des gens qui pourraient être bien vrillent ou des gens qui pourraient être mal redeviennent bien. Je trouve ça intéressant, c'est vraiment un des thèmes aussi des tortues, la rédemption, la fin justifie les moyens,
etc., etc. Le tome 12 avec sa couverture qui déboîte clairement avec Splinter et l'armée foot derrière, et bien en fait on voit comment Splinter essaye de garder le pouvoir au sein du clan foot, hein, puisque il y a une rébellion qui se passe, d'anciens ennemis dans le clan l'aident, les tortues essaient de l'aider comme ils peuvent, et en fait on voit les choix que fait Splinter et qu'il fait en pensant bien faire et que nous on n'interprète pas forcément comme ça. Du coup il y a une opposition entre des héros, ce qui n'est pas souvent le cas dans les comics. En fait souvent les héros se regroupent et soit il y a les méchants en face, soit il y a des groupes d'anti-héros qui sont un peu à part et qui sont une force un peu opposée ou dilettante ou au milieu. Là non, c'est des héros qui s'opposent entre eux, donc je trouve ça intéressant parce que autant des méchants qui se tapent dessus pour savoir qui va être le grand méchant du game, ça peut arriver, mais des gentils c'est très très rare et c'est fait intelligemment. Je conseille fortement de lire les Tortues Ninja, je le dis à toutes mes vidéos. Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Foncez chez votre libraire. Toujours dans l'univers des tortues, j'ai lu Lovecraft Infestation, paru chez Vestron. Ce livre-là, c'est un recueil de 4 histoires différentes avec des monstres de l'univers Cthulhu inventés par Lovecraft. Alors, bon, moi, Lovecraft, je connais que de nom. Je connais Cthulhu de nom aussi. Je sais qu'il y a eu plein de fois où on le voit apparaître dans des jeux vidéo, dans des films, où c'est suggéré. Mais j'ai jamais lu, c'est pas ma came. C'est un peu de l'horreur, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude. Là, il y avait surtout l'histoire des tortues que je voulais lire, hein, principalement, même s'il y en a d'autres qui m'intéressaient. Et il y a eu des bonnes surprises. Alors attention, c'est pas l'album de l'année, hein, mais il y a des trucs sympas. Alors on commence avec 30 jours de nuit, qui est une histoire avec des vampires que j'ai vraiment pas trouvé folle. En fait, il y a des types qui se crachent dans l'Arctique ou l'Antarctique, je sais plus quel pôle, on s'en fout. Et ils découvrent une secte de vampires qui appelle un démon. Et on voit en fait comment ça se passe. Et c'est nul. C'est nul, ça. Il y a des belles couleurs par contre, il y a des effets verts, des effets de couleurs un peu sympas, mais sinon, ça vaut vraiment pas le coup. On enchaîne ensuite avec Transformers. Transformers, ce qui est intéressant, c'est que ce passage en fait s'imbrique normalement dans la continuité et dans les histoires Transformers. Donc, alors moi je connais rien du tout à Transformers au niveau comics, donc j'en ai lu aucun, et j'ai passé un bon moment. Même si j'ai trouvé la fin très rushée, vraiment c'est dommage. Mais il y a des aspects, ça m'avait limite donné envie de lire les comics. Alors bon, je vais pas me lancer dedans parce que j'ai d'autres priorités, hein, mais pourquoi pas. Il y a des trucs intéressants quand on voit par exemple, il y a Nikola Tesla qui est présent dans l'histoire et qui a un rôle à jouer. Donc ils font pas venir entre guillemets une guest pour faire joli. Il y a quand même un impact dedans, je trouvais ça bien. Il y a le héros, un des héros principaux d'un des comics Transformers, alors il y en a plusieurs, je sais pas vraiment lequel c'est. Ensuite on passe aux tortues. Alors les tortues c'est vraiment une histoire d'enquête, de baston et d'explosion. Et clairement, faut pas chercher un scénario très développé. C'est les tortues qui sont dans leur base, il y a un monstre qui les attaque, ils défouraillent, ils se disent oula il y a un souci, ils regardent, ah il y a un gros souci, et ils règlent le problème. Et c'est tout. Alors par contre il y a un côté fun où Michelangelo m'a vendu du rêve, mais clairement où il s'est dit bon j'ai trouvé un jouet, on va s'en servir et feu d'artifice, hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. Alors les tortues agiraient pas forcément comme ça, mais là en fait c'est tellement décontracté que ça passe, c'est sympa, ouais, sympa. Et l'histoire sur G.I. Joe, en fait j'ai trouvé ça bien. Alors pareil, G.I. Joe, je connais un petit peu le dessin animé, mais très vite fait, j'ai vu les films. Par contre, j'avais jamais lu les comics, et honnêtement, ça se passe dans une base secrète de Cobra. On voit un petit peu les protocoles, on voit un petit peu des gars qui sont enfermés, des gars qui font des tests psychologiques pour savoir s'ils peuvent retourner sur le terrain. Et en fait, c'est sympa de découvrir l'organisation de ces terroristes, de savoir comment ils fonctionnent. Alors par contre, on vous vend Snake Eyes sur la couverture, on le voit très peu. En fait, c'est les Cobras qui font l'histoire. Les G.I. Joe, ils arrivent 5 minutes avant la fin et c'est tout. Et là, j'ai trouvé la toute fin bien en fait. Je me suis dit, oh ils ont pensé à une ouverture possible sur la suite.
même si pour l'instant il n'y a rien, mais j'ai trouvé ça bien. Alors, voilà, je vais mettre un bon 13, 13, ça vaut pas plus. Hein. Alors la première histoire est vraiment oubliable, j'ai beaucoup aimé les autres. Alors la licence 30 jours de nuit, je connaissais pas du tout et j'ai clairement pas envie de découvrir, tellement j'ai trouvé ça nul. Mais nul, nul, nul. Alors peut-être que certains ont kiffé parce qu'ils connaissent les persos, parce qu'ils voient un intérêt, mais alors moi j'ai trouvé zéro intérêt, surtout que le scénario est naze. Naze complet, c'est éclaté au sol comme disent les jeunes, mais peut-être qu'avec un meilleur scénario ça m'aurait donné envie, on va savoir, mais en tout cas ça se fera jamais. Les autres, voilà, je conseille, et ça pourrait donner envie de lire les autres comics. On finit les lectures comics avec le tome 7 de Judge Dredd paru chez Réflexion. C'est la fin du run chez Réflexion, en tout cas du run principal, donc il y aura 7 tomes. Et il y a 3 hors-série, dont 2 qui sont déjà sortis. Le dernier doit sortir courant de l'été. Je n'ai plus la date en tête, mais Réflexion m'avait répondu sur ça sur les réseaux. Donc le juge Anderson sera le dernier hors-série pour l'instant chez Réflexion. Au niveau de l'histoire, on conclut vraiment ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Alors je vous avoue que quand je l'ai lu, j'avais oublié pas mal de choses. Je ne me rappelais pas que déjà une partie de la crise avait été réglée. Je me rappelais pas du tout. J'avoue que comme quoi le run n'est pas si marquant que ça. C'est un run assez bien, mais pas plus. Là, on conclut, il y a des conclusions assez intéressantes. On voit l'importance des clones dans ce tome-là. Et par contre, je mets vraiment une mention spéciale sur les dernières planches. Je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, ils brisent le 4e mur et j'ai trouvé ça juste bien parce qu'en fait, ils l'ont jamais fait sur les 7 tomes ou même dans les hors-séries. Et là, ils le font, mais bien, juste pour le fun, c'est cool. Moi, j'ai trouvé ça cool, la fin, avec vraiment ce brisage du 4e mur où Dredd s'adresse à nous. Et forcément, avec des termes élogieux, sympathiques et plein de paix et d'amour, comme vous connaissez le personnage. Non, je déconne, c'est pas du tout ça. Hein. Donc voilà, c'est une expérience à dire. Si vous ne connaissez pas du tout le personnage, vous pouvez commencer par ça. C'est bien, ça met vraiment les bases de l'univers, mais c'est pas très développé. Il va vous manquer quand même quelques références. C'est bien d'avoir vu les films avant, honnêtement. Et je pense quand même que ce qui est sorti chez Delirium, qui est le matériau de base, sera avec une qualité supérieure, et je pense que je commencerai dans pas très très longtemps. D'ailleurs, il ne me reste plus que 2 tomes à acheter avec le prochain tome qui sort le mois prochain. On passe au manga et on commence avec Death Note Short Stories paru chez Kana. Ce tome-là est sorti il y a pas mal de temps, quasiment 1 an maintenant, et je me suis enfin décidé à mettre mes mains dessus et à les lire. Death Note, si vous avez vu mon top 10, est classé 7e, c'est quand même une série qui m'a marqué, et du coup j'étais curieux de voir un petit peu ce qu'il proposait. Alors les histoires se passent après la série Death Note, donc on sait que Kira a refaçonné le monde, on sait qu'il y a eu la bataille contre elle, etc. etc. Là on voit clairement que les personnages sont toujours là, ils ont vieilli, il s'est passé d'autres choses, même si ça a des impacts plus ou moins limités hein, quand même. Il y a plusieurs histoires, donc avec de nouveaux possesseurs différents du Death Note, on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors les histoires sont pas toutes, on va dire, égales. Il y en a une que j'ai pas aimée, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait des facilités scénaristiques avec, on va dire, un coup de gomme, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas en donner plus de détails, mais j'ai trouvé que c'était trop facile. Mais clairement trop facile, et que du coup ça bouleversait trop l'univers de Death Note, parce que en fait t'as le droit à l'erreur, en fait, t'as le droit à l'erreur, et du coup tu n'es plus Dieu tout-puissant. Tu fais ah tiens, j'ai fait une erreur, je gomme. Non, c'est pas comme ça. Là ça a un impact fort de tuer des gens. Si on peut pas ta gueule c'est magique, et non, en fait on est dans un manga vraiment très sombre. Le personnage principal obtient le moyen de tuer des gens et réfléchit en fait à purifier le monde, mais devient le plus grand criminel de masse de l'histoire en fait, hein. Il bat Staline, il bat Hitler, il bat tous ces grands héros de l'histoire, on va dire, et là en fait ça a un impact dingue. C'est se dire attends, je dois réfléchir à qui je décide de dégommer, pourquoi, etc. Là en fait non, c'est juste
ouais, je tue. Alors la raison peut-être que ces gars-là le méritaient, hein, mais en fait, ah bah non, on efface. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Par contre, j'ai beaucoup apprécié celle où le nouveau possesseur du Death Note décide de vendre le Death Note et fait des enchères. Et surtout, comment il peut récupérer l'argent sans se faire découvrir son identité. C'est super intelligent. C'est vraiment une astuce de jeu de rôle, en fait. C'est trop, trop fort. Au final, je vais mettre un bon 14. On passe un bon moment. J'ai replongé dans l'univers de Death Note. C'était très agréable. J'espère, pourquoi pas, qu'il fasse un tome 2. Ça serait vraiment intéressant d'avoir d'autres histoires comme ça qui pourraient impacter ce monde-là. Même si la trame principale ne bougera plus. Pourquoi pas faire une histoire qui se passe mais bien, bien avant dans le passé. Ça pourrait être sympa. Mais tant que ça ne touche pas l'histoire des 12 tomes de base, ce serait bien. Voilà, donc... je lance un appel aux dessinateurs et aux scénaristes, hein, au bas, au bata. Si vous regardez cette vidéo, et je suis sûr que vous le faites, n'hésitez pas à plancher sur notre bouquin. On poursuit avec des mangas de sport avec Hippo, le tome 13 de la saison 6 paru chez Kurokawa, et Aoashi, le tome 8 paru chez Mangetsu. Là aussi, des lectures super agréables, hein. On suit l'histoire des héros. Là, j'ai pas beaucoup plus d'infos à vous donner, hein. Alors Hippo, c'est tellement long que, en fait, même s'il y a quand même du renouveau, on voit la nouvelle vie d'Hippo, qui n'est plus boxeur pro, on voit en fait qu'il devient coach, limite, et qui donne des conseils à ses potos qui, du coup, profitent de son génie tactique et de ses dons innés, même s'ils n'ont pas sa puissance physique. Donc c'est intéressant, mais pareil, on est en transition. Le rythme est un peu mou là depuis 2 tomes et on a envie que ça reparte, que ça redécolle. Mais au moins, le mangaka nous donne plusieurs situations différentes et sait faire bouger le rythme de son manga. On n'est pas que sur de l'ascension, il y a des moments ça baisse, il y a des moments ça stagne. C'est intéressant aussi de voir ça, même si on a forcément envie de voir Hippo remonter sur le ring, de le voir gagner, de devenir champion du monde. Je pense que ça sera sûrement l'apothéose du manga s'il y a une conclusion un jour, parce que on va bientôt rattraper le Japon et on n'est pas arrivé au bout de l'histoire, je pense. L'histoire n'est pas finie. On verra ça dans l'avenir. En tout cas, je vous parle toujours d'Hippo comme d'habitude. Aoashi, pareil, une super série. On est juste à 8 tomes et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est pas pour rien d'ailleurs que on a décidé d'en faire un dessin animé, hein, et que d'ailleurs il fonctionne vraiment bien. J'entends de bons retours. Alors j'ai pas vu d'épisode et moi les animés c'est moins ma came maintenant. Mais là, on voit le personnage évoluer à un poste qui n'est pas forcément le sien à la base. Et on voit qu'il a des difficultés. Ah, il galère, mais il a un sens tactique qui peut l'aider de temps en temps. On voit d'autres personnages qui ont un impact, d'autres personnages qui sont en doute. Il y a pareil, il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi la vie des personnages qui est vraiment présente et c'est bien dosé, c'est bien fait, le dessin est cool. Lisez Aoashi, c'est super. On finit avec du Medieval Fantasy avec les tomes Zelda Twilight Princess, le tome 10 et The Raiden King, le tome 5. Zelda, ça y est, c'est l'attaque des héros sur le château de Ganon et c'est la baston finale. On voit quand même que Midona a une place importante. Elle découvre des pouvoirs cosmiques phénoménaux, si vous voyez ce que je veux dire. Et on voit vraiment le lien qui attache son personnage avec Link, une relation d'amitié très forte qui s'est mise en place. Alors apparemment c'est pas le dernier tome, je pensais vraiment que ça allait conclure, et non. Alors je suis surpris parce qu'en fait il n'y a pas marqué fin, mais dans aucun tome où il n'y a pas marqué à suivre dans le prochain numéro. Au vu de la dernière planche, j'ai envie de penser qu'il va y avoir au moins un 11e tome, ce qui serait bien aussi de revoir un peu comment les personnages retournent à leur vie d'avant et que va faire Link, quels vont être les choix d'un peu tous ces personnages secondaires également. Ça peut être bien. Pour The Raiden King, on continue la quête de Poutinov et là il s'est dit tiens, j'ai chopé un gars du camp du mal, si j'allais dans le camp du mal voir un peu comment ça se passe, tu vois. Et donc il commence à passer dans un tunnel qui va les mettre à l'épreuve pour aller dans le continent où les forces du mal y ont gagné. Et donc peut-être, alors on va voir ce qu'il va faire, il va sûrement libérer la veuve et l'orphelin, tel Ken le survivant qu'il est. Mais
il y a des rebondissements et surtout, ce qui est bien, c'est que petit à petit, on développe plein d'aspects de ce monde-là. Le background est expliqué petit à petit et de temps en temps, il y a des rappels à tel événement qui viennent se passer dans un tome ou deux tomes avant. On revoit que ce personnage-là, il a évolué et je trouve ça bien. Voilà, c'est pas juste il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça, et il n'y a pas de conséquences. Si, il y a des conséquences. Les scénarios pensent à ça, mettent ça en avant. Je trouve ça bien. Vraiment, je lis de plus en plus de scénarios qui sont pas claqués, quoi. Vraiment, parce qu'autant il y a des trucs débiles où tu te dis c'est débile, mais je lis parce que c'est débile, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais là, il y a quand même un impact. Je trouve ça bien, même si c'est pas le meilleur manga de l'année. D'ailleurs, il n'est même pas dans mon top 10, mais je passe un bon moment. Ça me fait penser à du jeu de rôle. J'adore le jeu de rôle. Si vous aimez ça, lisez The Raiden King, lisez Zelda, lisez Goblin Slayer. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous. J'adore lorsqu'on discute de nos passions communes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et ce que vous me conseillez de lire. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!